vous? Bienvenue sur IVMLS, je suis Michel Jourdan, merci de passer par ici. Et bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? La question du jour. Mon fils de 6 ans voit et sent des personnes autour de lui. Il a peur et dort mal. Comment le rassurer? Si vous me découvrez avec cette vidéo, quand je dis la dernière question, c'est qu'il y en a d'autres sur ma chaîne. Donc sentez-vous libre de la parcourir et de regarder les sujets qui vous intéressent. Formulée comme telle, je n'ai pas tous les éléments pour répondre de manière pertinente à cette question. Néanmoins, je vais vous donner des pistes de réflexion et des suggestions à adapter en fonction de votre situation. Tout d'abord, quelques questions. Y a-t-il eu un événement déclencheur ou pas? Cela se produit-il systématiquement au même moment et au même endroit ou pas? Est-ce que l'enfant en parle en dehors de ce moment? Est-ce que cela affecte d'autres aspects de sa vie? Quel effet cela produit sur vous? Voilà pour les questions. Si on les reprend ensemble, y a-t-il un événement déclencheur? Est-ce que tout allait bien avant et d'un coup, du jour au lendemain, il a commencé à voir ces personnes et à avoir peur? Est-ce qu'il a été dormir chez quelqu'un? Est-ce qu'il y a eu un événement qui s'est produit dans la famille? Ça, c'est à vous d'explorer ce type de questions. Parce que s'il y a eu un événement déclencheur identifié, il va falloir revenir là-dessus avec lui. Selon l'événement déclencheur, la solution la plus adaptée ne sera pas forcément la même. Cela se produit-il au même moment, de manière systématique ou pas? Est-ce que c'est avant de dormir? Est-ce que c'est en pleine nuit? Est-ce que c'est vraiment lié à une activité en particulier? Est-ce que l'enfant en parle en dehors de ces moments-là? Soit il en parle, soit il n'en parle pas. Donc, en mon sens, ça va être beaucoup plus simple à régler parce que c'est identifié. Soit il en parle tout le temps et ça voudrait dire qu'il est déjà envahi par ça. Au niveau psychologique, au niveau de son psychisme, il est déjà beaucoup plus impacté par ce qui se passe. Et là, ça prendra plus de temps et les solutions aussi seront différentes. Est-ce que cela affecte d'autres aspects de sa vie? Par exemple, il se remet à faire pipi au lit ou pas? Est-ce que vous avez observé que depuis cet événement-là, il y a d'autres problématiques qui ont émergé ou pas? Quel effet cela produit sur vous? Parce que au moment où il vous en parle, est-ce que ça fait écho à des choses pour vous ou pas? Est-ce que c'est une information où vous avez l'impression que votre fils est en train de devenir fou? Comment est-ce que vous recevez ce dont il parle? Selon si ça va chercher des choses chez vous ou pas, l'enfant le percevra. Et certains peuvent même s'en amuser, non pas de manière sadique, pas du tout, simplement parce qu'ils voient bien la relation de cause à effet. Quand je parle à maman de ceci, j'ai le sentiment que ça va, je perçois des choses qui m'intéressent, par exemple. Et parfois, c'est simplement aussi pour savoir ce que vous faites dans ces moments-là. Est-ce que c'est normal ce qu'il est en train de vivre? Avec de gros guillemets. Donc, votre manière d'accueillir ou pas ça va aussi être déterminante. Alors, qu'en est-il des suggestions? Je vous en donne en vrac, vous faites le tri, vous prenez ce qui a du sens pour vous et le reste, vous mettez à la poubelle. Alors, toujours croire votre enfant. Toujours. Même quand ça vous paraît surréaliste, même quand vous dites, mais où est-il allé chercher ça? Quand l'enfant dit qu'il a peur, pour lui c'est sérieux, pour lui c'est réel.
Voilà pourquoi il ne faut pas minimiser, sous-estimer, réduire, ne pas considérer et lui donner des réponses telles que yaka, taka, c'est pas grave, ça va passer, etc. Mettez-vous à son niveau, à sa place. Essayez en tout cas. Si vous n'arrivez pas à transmettre que vous croyez ce qu'il vous dit, montrez-lui au moins que vous faites cet effort et que vous avez envie de le comprendre, que vous avez envie de croire en ce qu'il vous dit, même si ça vous paraît surréaliste. C'est important que vous le croyez parce que à partir du moment où l'enfant perçoit que c'est pas grave, yaka, taka, t'exagères, mais c'est pas possible, ça n'existe pas, enfin, où vas-tu chercher ça? S'il ne sent pas que vous croyez ce qu'il vous dit, son énergie va être orientée vers l'idée de vous convaincre qu'il a raison, que ce qu'il vit est authentique et réel. Donc vous me dites que cet enfant a 6 ans. À 6 ans, vous savez, la limite entre le réel et l'imaginaire, elle n'est pas complètement définie. Et d'ailleurs, chez certaines personnes, beaucoup plus tard aussi. Pour revenir au sujet, croyez-le, cet enfant. Croyez ce qu'il vous dit. Ce sera déjà un pas énorme. Il y a quelqu'un qui, non seulement a entendu, mais essaye de me comprendre et croit ce que je dis. Je ne suis donc pas fou. Prendre le temps de l'écouter. Si ça se passe autour du coucher, probablement vous avez d'autres chats à fouetter et vous n'avez assurément pas forcément envie que ça s'éternise. Ça aussi, l'enfant peut le percevoir. Donc, faites de votre mieux pour être vraiment dans une attitude de présence totale. Je suis là, je suis tout à toi et je te crois quand tu me parles. Si vous arrivez à faire ça, vous transmettez à votre enfant que vous êtes là et ça lui permet de l'intégrer aussi quand vous n'êtes pas là. Comprenez-vous? Donc c'est vraiment important. Quitte à passer le relais, votre conjoint, si vous en avez un, ne vous forcez pas à faire quelque chose si vous sentez que c'est pas le moment, si vous n'avez pas l'esprit à ça, ça va ne faire qu'aggraver, parfois amplifier les choses. Prendre le temps de l'écouter. Écouter, qu'il puisse vraiment vider son sac et dire ce qu'il a à dire. Décrire, s'il voit des gens, à quoi ces personnes ressemblent. Est-ce qu'elles parlent? Est-ce que ce sont des formes, des ombres? Est-ce que ce sont des gens qu'il connaît ou pas? Souvent, on évite de rentrer dans le fond du sujet parce qu'on se dit mais c'est pas réaliste. Donc si je me mets à en parler avec lui, je vais faire exister des choses qui n'existent pas. C'est une erreur. C'est une erreur parce que en le rejoignant justement dans ce qu'il vit, vous l'autorisez de manière indirecte à en sortir. Comprenez-vous? Après avoir pris le temps de l'écouter, explorer avec lui ses propres hypothèses et y mettre des contours. Souvent, pas toujours, mais souvent, les enfants ont leurs hypothèses, leurs idées, leur façon de voir, leur façon même de... leur opinion sur pourquoi ça se passe et d'où ça vient. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Qu'est-ce qui se passe? Et comment toi, tu expliques ça? Qu'est-ce que ça veut bien dire? Et comme ça, ensemble, vous analysez ce qu'il vit. Donc, plutôt que de leur mettre des idées dans la tête qui ont à voir avec vous, vos peurs, vos... Oh là là, est-ce que mon fils devient fou ou je ne sais quoi d'autre? Partez de lui, partez de ce que lui, il pense. Et vous verrez que souvent, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on imagine. Mettez-y des contours. Quand il vous le décrit, essayez d'avoir le plus de détails possible. Est-ce que tu as bien observé? Est-ce que c'est des gens que tu connais? Est-ce qu'ils te disent quelque chose? Et quand tu as peur, ça ressemble à quoi? Ce sont des choses que tu imagines dans ta tête? Ou c'est des choses que tu as l'impression de voir vraiment pour de vrai? Vous savez, comme disaient les enfants. Est-ce que tu le vois pour de vrai ou pour de faux?
ou même si tu fermais les yeux, tu les sentirais quand même. J'ai déjà entendu en cabinet des enfants qui sont très sensibles à des réalités invisibles. Ça peut paraître vraiment surprenant, mais j'ai eu affaire à des enfants qui avaient la capacité non seulement de sentir les gens, mais de voir aussi des personnes qu'elles n'ont jamais connues, mais qui ont existé, qui se sont avérées être leur grand-mère ou quelqu'un d'important dans la vie de leurs parents ou leur grand-père. Et vous avez des enfants qui perçoivent tout ça et qui ont accès à des choses que nous ignorons. Moi, je vous invite à vraiment y croire quand vous sentez qu'ils sont convaincus, y croire avec eux, et ce sera le meilleur moyen de les aider à ne pas en faire quelque chose de complètement mystique et bizarre, vous voyez, parce que rien ne vous dit que c'est faux. Donc le fait d'y mettre des contours, tout ça, ça permet à l'enfant d'extérioriser, de verbaliser. Et parfois, il va même dire des choses qui vont l'amuser parce qu'il va se rendre compte que, mais finalement, c'est peut-être pas aussi grave, terrible. C'est peut-être pas aussi terrible que ce que j'imagine quand c'est dans ma tête. Une fois que je le dis, je sais pas si vous avez entendu parler de cette citation d'un enfant. Je l'ai déjà utilisée en formation, mais ça fait très longtemps. C'est un enfant qui dit à sa tante, je crois, au moment de s'endormir, il dit à sa tante « Parle-moi, parce que quand tu parles, il fait plus clair. » Et je trouve ça super joli. Alors je l'ai sûrement déformé, transformé. Mais voilà, il y avait l'idée de clarté dans la parole. Le simple fait de dire qui rend les choses beaucoup plus claires, qui apporte la lumière, un peu que la lumière soit. Et tout ce qui va dans le sens d'encourager l'enfant à décrire, à raconter, à mettre des mots sur ce qu'il vit, des mots MOTS, vont venir participer au soulagement des mots MAUX, les mots qu'il est en train de vivre. Comprenez-vous? Cheminez avec lui jusqu'à ce qu'il trouve ses propres solutions. Il n'y a pas de yaka taka, c'est ensemble. Parce que s'il est persuadé que c'est sous le lit ou dans le placard ou derrière, à côté de la fenêtre, etc., c'est pas en lui disant non, mais il y a rien, je te dis, arrête de me casser les pieds. C'est pas en minimisant ou en niant ce qu'il vous dit que vous l'aidez. Au contraire, vous pouvez tout à fait vous mettre à sa place et dire « Ah oui, tu crois ça? Allez, viens, on va voir ensemble. » Sous le lit, tu as aperçu? Vous pouvez vous mettre à genoux, regarder avec lui. « Ah oui, prenez même une torche. » Enfin, rendez ça ludique. Montrez-lui « Alors, tu vois quelque chose? Moi, je vois rien. Et toi? » Non, regarde bien par là. Regarde derrière. Est-ce que tu aperçois quelque chose? Non. Ok, allez, viens, on n'a pas regardé où. Viens, on va aller regarder par-ci, par-là. Bon, c'est quoi ta conclusion? Est-ce que finalement, il y a quelque chose? Vous voyez, c'est important que ce soit lui qui déduise finalement, il n'y a rien, plutôt que ce soit papa ou maman qui viennent dire « Arrête ton cirque, il n'y a rien. » Comprenez-vous? Communiquer de la confiance, ça c'est important, parce que votre non-verbal, parfois, vous trahit. C'est-à-dire que l'enfant sent, vous n'avez même pas besoin de parler, qu'il sait si vous êtes en confiance ou pas. À la limite, il vaut mieux lui dire très clairement si vous avez peur, si vous vous dites « Oh là là, qu'est-ce qui lui arrive ?» Il vaut mieux lui dire « Mon fils, dis donc, j'ai peur quand tu me dis des trucs comme ça. » Ou alors « Oh là là, ça me surprend. » Enfin, ce qui est réel en fait, ce que vous ressentez, autant le lui dire, plutôt que de vous dire « Oh là là, il me fait peur, mais je ne le dis pas. Donc, je vais quand même juste écouter. » Et voilà. Donc si vous avez vous-même besoin de travailler sur vous pour être beaucoup plus confiant, pour être paisible et vous dire que ça fait partie de la vie d'un enfant et que je suis là pour l'aider à traverser ça, faites-vous aider en amont.
Laissez le conjoint qui gère mieux ce type de situation s'y coller. Et vous, attendez de vous sentir capable pour y aller. Maintenant, on peut ne pas se sentir capable et dire son incapacité. Oh, mon fils, je ne peux pas comprendre ce que tu vis, mais je peux imaginer, mais raconte-moi. Ah ouais, ça a l'air vraiment intense, quoi. On dirait que ça te terrifie. On dirait que ça te fait vraiment peur. Vous dites, je rigole parce que si vous dites terrifié et qui ne connaît pas ce mot, mais vous pouvez quand même terrifier. C'est quoi terrifier? Terrifier, c'est quand on a très peur. Et donnez-lui des échelles de valeur. 6, 0, j'ai pas peur du tout, même pas peur. Et 10, c'est j'ai tellement peur que je veux pas dormir dans ma chambre, tellement j'ai peur. Tu te situes où? Aidez-le à identifier, à voir qu'il peut parler de ça, qu'il peut aborder le sujet sans que ça ne s'aggrave pour autant. Oui, si vous êtes confiante, vous serez plus à même de transmettre de la confiance. Si vous n'êtes pas confiante, votre enfant, vous n'avez pas besoin de lui dire, il le sait, il le sent. Donc passez le relais, faites-vous aider. En dehors des moments de crise, parlez-lui de vos peurs. Mais oui, on a tous peur de quelque chose. Racontez-lui. Les enfants adorent ça. Ils adorent ça. Je me souviens des nôtres. Alors la peur que j'avais choisi de leur raconter, c'était la fois où j'avais été suivie à Paris par un inconnu de nuit. J'avais pris le dernier métro. Je vous raconterai ça à une autre occasion si ça vous intéresse. Mais en tout cas, j'avais pris le dernier métro. Il avait décidé de rentrer dans le même wagon que moi, de descendre à la même station, de me suivre dans toutes les ruelles que je prenais. Et il avait décidé que ce soir-là, il passerait la nuit chez moi. Voilà, jeune étudiante à Paris, ça avait été la terreur de ma vie. Alors les enfants, quand je leur racontais ça, ils en redemandaient tellement ils se disaient « Oh, maman, raconte-moi encore. » Alors, vous avez vos propres histoires. Bien évidemment, choisissez-les en fonction de l'âge de votre enfant, s'il vous plaît. Et tenez compte, justement, du degré d'intensité de vos histoires. Mais en tout cas, le simple fait de dire, suite à cet événement, j'ai commencé à avoir peur de nuit, le soir, dans des ruelles désertes. Et là, l'enfant se dit, c'est normal d'avoir peur de quelque chose. Maman aussi a eu peur. Maman aussi a peur. Et je leur dis que même maintenant, j'aime pas être seule la nuit tard de ce fait-là. Et les enfants d'un coup se disent je suis pas bizarre, je suis pas étrange, je suis pas... On a tendance à se dire on est les parents, si nous on a peur de comment nos enfants vont pas se sentir en sécurité. Il a 6 ans, hein. 1 an avant ce qu'on appelle l'âge de raison. Ils sont tout à fait capables de comprendre que maman... Et d'ailleurs, ça vient parfois réguler des choses. Ils se disent, si maman a eu peur, bon, quand même, c'est moi qui suis un petit enfant, c'est normal que j'ai peur. N'avons-nous pas peur de quelque chose, que nous l'avons ou pas? Nos enfants aussi. Transmettez-lui vos astuces si vous en avez. Vous, que faites-vous quand vous avez peur? D'ailleurs, vous qui regardez, dites en commentaire si vous êtes passé par là et que vous avez eu des enfants dans cette situation. Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous dit? Qui a fonctionné pour vous et que vous avez envie de transmettre à cette maman? Je vous remercie pour elle. Quelles sont vos valeurs autour de ça? Parce que parfois l'enfant vient interroger ça, toutes les questions qui touchent à la mort, qui touchent à la peur, qui touchent, vous voyez, à des zones comme ça, d'incertitude, de mystère. Et les enfants, ils aiment ça. Donc parfois ça vient juste vous interroger, vous.
Quelles sont vos croyances à ce sujet? Il ne s'agit pas de calquer sur l'enfant, voilà comme je crois ça, voilà ce qui se passe pour toi, mais de lui dire, tu sais, voilà moi ce que je crois, voilà moi mes convictions. Donc, si vous priez, apprenez à votre enfant à prier pour ses peurs, sans le forcer. De toute façon, l'enfant, il va regarder vous, comment vous gérez les choses. Et ce sera une information pour lui. Donc, est-ce que vous priez? Est-ce que vous respirez? Est-ce que vous faites de la cohérence cardiaque? Est-ce que vous en parlez, vous? Est-ce que justement, cette situation est la première qui vous permet d'aborder le sujet des peurs? Ou avez-vous déjà abordé ce type de sujet? Donc si à 6 ans, vous n'en avez jamais parlé, peut-être aussi que ça vient interroger toute cette partie de vous qu'il ignore, qu'il ne connaît pas. Vous savez, la nature a horreur du vide. Mais il s'agit de lui transmettre, vous, ce qui est important pour vous. Vous êtes l'une des personnes les plus proches pour l'aider à traverser cette période de sa vie. Vous pouvez lui transmettre ce que vous faites. Libre à lui ensuite de s'en servir ou pas. Mais vous aurez fait votre part. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est utiliser le support des livres pour en parler avec votre enfant. Vous avez dans la littérature un certain nombre de livres qui peuvent vous servir de médiation. Si c'est un sujet avec lequel vous n'êtes pas à l'aise, d'autant plus. Alors vous avez, celle qui me vient à l'esprit, c'est Nathalie Le Breton qui lit des histoires aux enfants. Vous pouvez aller dans votre médiathèque de quartier, vous pouvez regarder sur internet et trouver des contes autour de la peur pour l'aider à l'apprivoiser. Vous avez plein de contes, je pourrais, si j'y pense, relancez-moi si je ne le fais pas, vous mettre quelques références en dessous de la vidéo, en tout cas au moins les classiques autour de la peur que vous pouvez lui lire. Tout ça, ça permet de sortir, de passer de l'intérieur à l'extérieur. Il va avoir des situations, des histoires dans lesquelles les enfants ont peur et comment ils arrivent à transcender, à traverser, à accueillir cette peur et à la magnifier, enfin la transformer, l'utiliser même, parce que finalement, que vient dire cette peur? En explorant avec votre enfant ses propres solutions, d'ailleurs, vous verrez que certains enfants seront capables de dire « Maman, en laissant la porte entrouverte, j'ai moins peur. » Ou en vous entendant parler, j'ai moins peur de l'autre côté. Ou en laissant la porte ouverte, ou en mettant juste une petite prise en début de nuit, Ils sont intelligents, nos enfants, et ils ont parfois des idées que nous-mêmes, nous n'avons pas. Donc, n'essayez pas de tout prendre en charge. Cheminez avec votre enfant à son rythme, et vous verrez que finalement, ce n'est qu'un moment à passer, et qu'il apprendra ainsi à apprivoiser ses peurs et à vivre avec certaines, tout simplement. Parce que cette peur-là vient peut-être aussi lui dire des choses. Et si cela persiste, consultez. Voilà, ça veut dire que vous avez besoin qu'un professionnel explore avec vous en profondeur ce qui peut se passer pour cet enfant, pour vous, et ne laissez pas ce type de situation se cristalliser pour donner naissance à d'autres dont il pourrait se passer. C'est normal qu'ils dorment mal en ayant peur. Qui peut dormir en étant effrayé, tétanisé? Pour dormir, il faut être capable de lâcher prise. Et pour lâcher prise, c'est beaucoup plus facile si on se sent en sécurité. Dans le sommeil, il y a un abandon. Certains appellent ça une petite mort. C'est pas pour rien. On meurt un peu en dormant. On est inconscient. Donc pour pouvoir s'abandonner au sommeil, il faut se sentir en sécurité.
Donc, je vous inviterai à travailler sur cette base de sécurité de votre enfant. Je ne sais pas ce qui s'est passé quand il était petit, parce qu'à 6 ans, il a d'autres compétences à développer. Il a besoin d'une bonne qualité de sommeil pour grandir dans de meilleures conditions. Peur de ce qui s'est déjà produit, qui pourrait se reproduire, ou même le cercle vicieux de la peur d'avoir peur. On peut aussi angoisser à l'idée d'avoir peur. Sentir les gens en soi, ce n'est pas un problème. Cet enfant a peut-être une grande sensibilité et par là même de grandes capacités de perception qu'il peut apprendre à apprivoiser. Peut-être aussi que votre enfant est simplement angoissé, qu'il appréhende ce qui pourrait arriver, il a peur de ce que pourraient faire ces personnes qu'il ressent. Dans ce cas, il a simplement besoin de réapprendre à vivre ici et maintenant. Et vous pouvez vous faire aider pour cela. En général, la majorité des enfants fait cela mieux que des adultes d'ailleurs. Vivre dans ici et maintenant, dans le présent. Et votre enfant est peut-être passé par certaines difficultés qui font qu'il a perdu cette capacité, mais qui est tout à fait récupérable. Aiguiser sa curiosité, ces personnes qu'il sent, est-ce qu'elles auraient quelque chose à lui dire? Et si oui, quoi? Quelle forme elles ont? Est-ce que ce sont des personnes qu'il connaît, qu'il a déjà vues quelque part ou pas? Ces personnes que tu sens, est-ce que quand je suis à côté de toi, tu les vois quand même ou pas? Est-ce qu'elles sont là en même temps que moi ou pas? C'est peut-être une façon imagée de vous faire comprendre qu'il ne se sent pas en sécurité loin de vous. Et ces personnes ont l'air de vouloir lui dire quelque chose? Et si oui, ce serait quoi, par exemple? S'il ne sait pas, l'objectif la prochaine fois serait peut-être de leur poser la question. L'objectif de votre enfant pourrait être, par exemple, de leur faire face et de leur demander ce qu'ils veulent. Et c'est peut-être votre enfant qui vous dira « ces personnes ne répondent pas parce qu'elles ne parlent pas » ou que ce ne sont pas de vraies personnes. Ce qui vous permettra de voir déjà s'il arrive à distinguer ou qu'elles sont inoffensives et je ne sais quoi d'autre. Mais en tout cas, c'est avec votre enfant que vous devez en parler. Équipez-le aussi en lui montrant que quand il a peur, il peut choisir de se focaliser non pas sur l'extérieur, mais sur l'intérieur. Ça va d'avoir peur. Il peut choisir de se focaliser sur ce que cette peur lui fait vivre, sur ce que cette peur suscite dans son corps. Où est-ce qu'il la ressent, par exemple? Est-ce que son cœur bat plus vite? Est-ce que sa respiration s'accélère? Vous voyez, le ramener vraiment à son corps, à ses sensations. Il peut par exemple mettre sa main sur sa poitrine, une main sur sa poitrine et l'autre sur son ventre et observer ce qui se passe. Observer ce qui se passe au niveau de sa respiration, observer ce qui se passe au niveau des images mentales qui lui viennent à l'esprit. Parce que parfois des enfants vont avoir peur du nombre et le fait de vraiment observer ce qui se passe, ils vont se rendre compte que mais finalement ce sont les arbres qui de l'autre côté de la pièce ou le cintre ou le vêtement accroché à côté qui me donne l'impression d'eux. Et ça permet à l'enfant de se dire « Ah, je peux voir des choses, je peux voir des images, mais finalement, c'est moi qui les interprète comme dangereuses. » Me suivez-vous? Mais ça, c'est un travail que vous pouvez l'aider à faire. Non pas en lui disant « Ah, mais c'est rien » ou « C'est juste ça », mais en cheminant avec lui pour qu'il réalise ce qui est en train de se passer. Au niveau de sa respiration, par exemple, le fait d'avoir déjà observé ce qui s'y passe, si elle s'accélère, il peut choisir de ralentir volontairement le rythme de cette respiration et il verra qu'en faisant, il récupère la maîtrise de ses sensations. Si il est plutôt tétanisé par la peur, il peut aussi se rendre compte qu'il peut accélérer le rythme de sa respiration, puis la ralentir et garder une certaine maîtrise
de son rythme cardiaque. Et une fois que vous voyez qu'il est capable de faire la différence entre la réalité et les images qui lui passent par la tête, vous pouvez même aller plus loin et l'amener à décorer ces images, à mettre un nez de clown à cette personne. Est-ce que vous voyez que ça le détend, ça l'amuse et que finalement il en rit ou pas? Et si ça l'amuse, est-ce que ça change son état d'esprit ou pas? J'espère que je vous ai donné suffisamment de pistes pour mener votre enquête à la maison avec votre enfant et trouver avec lui les meilleures solutions pour l'aider à transformer cette peur, à la transcender et à vivre mieux avec ou sans. Merci. Merci de passer par ici. Je laisse passer la voiture. Bouh! J'espère vous avoir donné suffisamment d'éléments pour trouver vos propres solutions. Merci pour votre question. Courage!